Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, un invité, Jason Bajada. Il y a un show qui s'en vient de son côté le 22 novembre et il fait la gaffe de parler à des gens de droite dans un podcast. Je veux dire, Ouais. il ne vendra pas un Christy de ticket. Merci d'être là, Jason. Les gens qui ne te connaissent pas, moi, je t'ai connu par ton podcast sur lequel tu as eu la gentillesse de m'inviter. Mais après, en fait, quand on a communiqué ensemble, là, j'ai découvert que tu étais en fait musicien professionnel. J'ai fait OK, crime, le gars, il a un background intéressant. Fait que pour les gens qui ne te connaissent pas dans nos auditeurs, si tu veux peut-être juste te présenter, tu peux parler un peu de ton podcast aussi. Puis après ça, on embarquera sur d'autres sujets. Je m'appelle Jason Bajadas. Je fais de la musique professionnellement depuis que j'ai 15 ans, parce que c'est les premières fois que j'ai joué dans des. Je me suis fait demander de jouer dans un mariage ou dans des restos. J'ai grandi à Saint-Sauveur, dans les Laurentides, puis il y a beaucoup. Il y a 2 strips, en fait, si vous êtes déjà allé, deux rues principales, puis à peu près 135 restaurants. Fait que c'était un endroit où il y avait des possibilités, il y avait du potentiel pour au moins commencer à voir si on était capable de jouer devant public. Puis, c'est ça, dès 15-16 ans, j'ai commencé à jouer dans les restos, les bars, puis me faire connaître ici un peu. Après ça, tu tentes ta chance, tu essaies d'écrire des chansons, des pas bonnes, des moins bonnes, puis après ça, tu peaufines ton art. Puis après ça, commencer à faire des albums, pas trop bons, après ça, un peu mieux, puis on commence à réaliser que peut-être dans un bassin des Laurentides, tu sens que t'es bon, puis t'es le meilleur, puis t'as 18 ans, puis tu crois à tout. Puis là, t'arrives en ville, puis tu fais « Oh, OK, t'as une minute, là, je suis le petit poisson dans le gros bocal. » Fait qu'il y a vraiment eu une évolution d'apprentissage, puis c'est plus comme dans le temps, il fallait que tu deviennes excellent, puis que la compagnie 10 te signe. Tu te casses la gueule devant tout le monde. Puis c'est ça que j'ai fait pendant beaucoup d'années. Puis éventuellement, sur le bord de lâcher, un peu découragé parce que c'était pas facile, j'ai réalisé de vendre des tickets. Puis tu sais, à un moment donné, t'appelles tes amis, puis tes amis t'encouragent. Quand t'es jeune, tout le monde est crinqué raide. Puis ça vend des billets à job. C'est dans le temps des billets d'admission. J'avais des chums qui partaient avec 20 billets, ils vendaient tous leurs chums. On remplissait le cabaret juste pour rire ou le club soda rempli à craquer. Juste des chums. Puis c'était les gens n'avaient rien d'autre à faire. Puis ça devait être des bons shows pareils, ça. Le party devait pogner dans la place, assurément. Ouais, c'était le fun, parce que c'était souvent des gens qu'on connaît, puis des gens qui sont juste de bonne foi à vouloir t'encourager. Puis à un moment donné, tu commences à être meilleur. Puis c'est là qu'il y a eu la première personne qui m'a donné une chance, en fait, où j'ai joué devant le public d'un autre, c'était Dumas. Okay. En fait, il y a une quinzaine d'années à peu près, l'équipe de Dumas, la tribu, m'ont invité dernière minute pour faire les premières parties de son album Fixer le temps. Puis c'était un national, pour ceux qui connaissent à Montréal, la salle de National, c'était environ 850 places, un beau théâtre. Puis c'était rempli à craquer. C'était 2 jours d'avis, j'arrive là, moi je suis tout seul avec ma guitare puis un loop station. Puis là, j'ai toujours comme joué avec les dynamiques, fait que je jouais très 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 doux, surtout que j'étais tout seul acoustique, puis lui il partait en bande après. Puis j'ai réussi à séduire cette foule-là, tellement qu'ils m'ont invité après ça de faire les premières parties à chaque fois. Ils faisaient des séries de spectacles au National. Ils faisaient genre le 26, 27, 28 février. Après ça, ils faisaient la même chose au mois de mars, ainsi de suite, toute l'année. Fait que je me suis ramassé à faire une trentaine de shows avec les salles combles de Dumas. Après ça, ils m'ont invité à Paris faire le Bataclan, la Cigale. Fait que là, ça commençait, puis j'ai fait la première partie de Charlebois, c'était le même management. Fait que c'est là que ça, en 2006-2007, que ça a commencé à... J'ai trouvé un public qui n'était pas mes chums. Puis là, j'ai pu faire des shows, puis voir qu'il y avait des répercussions, puis il y avait du collatéral de tout ça, que OK, là, je vois des fans, puis des gens qui découvrent mes albums. Puis là, l'expérience devait rentrer à vitesse grand V aussi à ce moment-là. Là. Je veux dire, ce type de salle-là. Là. Il n'y a rien de plus excitant d'avoir un 20 minutes, puis essayer de prouver aux gens que tu vaux leur temps, parce que souvent, les premières parties, on n'écoute même pas, on jase, puis d'aller chercher tout ce monde-là.
c'était à chaque soir, c'était le fun. Là, on vidait des boîtes, dans le temps, c'était des CD. Tu sais, les gens achetaient des CD, on voit 60 albums par soir. Fait que tu voyais les résultats. Puis c'était dans le temps de MySpace aussi que tu voyais. Ouais. OK, t'arrivais le soir, puis ton compteur, il était rendu à 3200 écoutes, tu sais, alors que c'était une centaine par jour dans le temps. Fait que c'est ça, j'ai signé un deal avec Universal à Toronto. Après ça, je suis parti d'Universal 2 albums plus tard, signé avec Audiogramme ici à Montréal, puis qui a célébré ses 40 ans il y a quelques semaines. Boîte de disques avec Pierre Lapointe, Isabelle Boulay, Alex Nevsky, Peter, Elliot Maginot, j'en ai une grosse gang, le Matt Lubowski, Cindy Bédard, en tout cas, etc. Fait que c'est vraiment une belle boîte de disques qui a été partie par le frère de Daniel Bélanger, Michel Bélanger. OK, ouais. Daniel, d'ailleurs, son premier album qui a vendu 1 demi-million, c'est avec Audiogramme. Jean Leloup, ils ont vraiment un beau catalogue. Ouais, c'est une grosse maison. Fait que c'est très... je suis très honoré de faire partie de la famille Audiogramme. Même mon père, là, il achetait des albums d'Audiogramme sans le savoir. Puis quand j'avais 12 ans, c'était les premiers CD qui rentraient chez moi, c'était Audiogramme. Fait que c'est une belle équipe, j'adore travailler avec eux. Puis voilà que ça fait 10 ans que je suis avec eux. Puis j'ai fait des albums en anglais, des albums en français. Un nominé à la disque en 2016. Fait que je suis comme Philippe B a déjà dit, le chanteur semi-populaire. J'ai jamais frappé le level de la voix puis remplir le Centre Bell. Mais j'ai réussi, je touche du bois, encore à gagner ma vie avec ça. Ouais, c'est ça l'important. Qui est juste... Tu choisis après de voir le verre à moitié plein. C'est parce que tu n'es jamais satisfait dans cette industrie-là. Il y a la carotte, tu cours après très, très longtemps, puis ça finit plus que tu sois Jason Bajada ou Jay-Z. Je pense que tout le monde dit le succès, c'est la plus grande drogue, puis à un moment donné, tu réalises que tu vas jamais être satisfait, tu vas jamais être heureux. Ben, je te dirais, c'est comme puis ça va nous amener à ton podcast, c'est un peu comme les podcasts. Je veux dire, nous autres, on est super contents, on regarde nos statistiques, on est comme, OK, c'est vraiment hot pour un podcast québécois. Puis après ça, tu es comme, ouais, Joe Rogan a reçu Donald Trump, J.D. Vance et Elon Musk dans la même semaine ou presque. Toi, t'es comme, ouais, finalement, c'est pas si hot que ça, mais il faut se comparer avec les comparables aussi, je veux dire, on n'est pas dans le même marché, on n'est pas dans la même réalité, on l'aura jamais, Elon Musk, sur le podcast, faut comme oublier ça, là, c'est pas... fait que, j'imagine que quand t'es dans le monde de la musique, t'es comme, tu dois voir, on a beaucoup parlé, nous autres, sur le podcast, c'est des espèces d'explosions d'artistes qui arrivent, là, comme Oliver Anthony ou Jason Aldean. Là, t'es comme, ouais, qu'est-ce qui se passe? C'est un gars qui se ramasse numéro 1 du Billboard avec une tonne un peu ce qui fait scandale. C'est sûr que si c'est ça ton benchmark au Québec, ça doit être extrêmement difficile puis frustrant, mettons, de dire moi je veux faire ça, je veux faire un Oliver Anthony au Québec. C'est pas facile. Là. Ben, premièrement, vous n'avez pas reçu Elon Musk, mais vous avez reçu Gad Saad, ouais, qui est probablement un des auteurs préférés à Elon Musk en ce moment. C'est vrai. Ça, c'est giga, puis j'aimerais ça trouver moyen de l'avoir à mon podcast. Fait que je vous applaudis pour ça, puis le succès que vous connaissez, c'est phénoménal. Puis ensuite, il y a une expression en anglais qui s'appelle... c'est quoi? Comparison is the thief of joy. Fait que aussitôt que tu te compares, c'est game over. Il faut vraiment que tu te compares à toi hier. Est-ce que tu évolues? Est-ce que tu sens que toi, tu es meilleur? C'est ça qui est la beauté de la musique. Tu es en studio, tu n'es pas avec le public, tu n'es pas avec la maison de disque. Tu es vraiment avec toi. Est-ce que tu es fier de ce matériel-là au point où tu vas le sortir, puis ça va appartenir aux gens après, puis ça passe par ta loupe à toi. Puis est-ce que toi, tu as le poil sur les bras qui lève quand ton chorus arrive. Puis je travaille tellement fort sur les textes, la musique. Fait que ça a toujours été ça. J'ai jamais été à demi-mesure. Fait que moi, je suis le pire critique de moi-même. Je veux dans 5 ans dire hey, je suis fier de cet album-là, je suis fier de ce pacing-là. L'album complet, le voyage qu'on fait avec un album que les gens font de moins en moins, mais quand même, je suis un peu old school là-dessus. Là. On sort encore des vinyles, puis quand il y a des gens qui l'apprécient, tu dis OK, ils ont plongé avec moi dans cette aventure-là. Ouais. Tu nous as parlé un peu de ta maison de disques, Audiogramme. Est-ce que pendant toute cette progression-là, tu es suivi par un agent ou tu es plus indépendant de ce côté-là? Ben, en fait, la maison de disques, leur job, eux, c'est la mise en marché de l'album, puis s'assurer que moi, je suis confortable, je suis bien dans la production de l'album, la réalisation de l'album, fait que bien m'entourer, les musiciens, un ingénieur, un studio... fait qu'ils suivent ça, on a un budget à respecter, puis bon,
Fait qu'après ça, ils écoutent les chansons. Pardon. Ils écoutent les chansons, puis ils vont dire OK, là, on a ce single. Ça, c'est un potentiel single, mais la décision me revient toujours à moi. Audiogramme, ça a toujours été une liberté totale, puis ils me font confiance. J'ai reçu Mara Tremblay à l'émission récemment, mon podcast, puis elle aussi, dès le début, avec le Chihuahua, le frère de Daniel, Michel Bélanger, il a donné carte blanche. Il a dit moi, je trippe sur toi comme artiste, puis c'est Kurt Cobain qui avait dit dans le temps, tu sais, moi, je veux pas voir un A&R dans le studio, tu sais, pendant qu'on crée, qui commence à me dire, mais plus de reverb dans le refrain. Tu sais, j'ai jamais senti ça, puis j'ai toujours eu... tu sais, je me suis déjà fait dire, travaille encore un mois ces tunes, on dirait qu'il manque juste un petit peu de oomph. Puis je suis arrivé, je pense, 1 ou 2 fois. Puis moi, je suis probablement secrètement d'accord avec ça aussi. Puis ça me fait juste plaisir de pouvoir aller retravailler les tunes, puis peut-être en écrire une nouvelle. Tu sais. Écoute, quand on jasait quand je suis allé dans ton podcast, puis on a jasé en privé aussi, je trouvais ça intéressant parce que je trouvais que tu avais le cheminement que beaucoup de gens ont eu aux États-Unis. Tu sais, tu me disais, tu as toujours été intéressé par la politique, puis en 2015-2016, là, tu suivais Bernie Sanders, tu disais, hey, tu sais, la campagne de Bernie, ça lève, les jeunes sont autour de ça, puis tout. Puis je pense que comme beaucoup de gens qui étaient attirés par lui au départ, tu as été extrêmement déçu dans la manière dont cette primaire-là a été... Bon, je sais pas quel mot on pourrait employer, là, mais était finalement un peu truqué à dernière minute où les autres candidats se retirent, disent appuyer Hillary Clinton, finalement Bernie Sanders, et ça s'est reproduit encore en 2020 d'une certaine manière, mais un petit peu de manière différente. Puis là, ben, toi, tu as évolué progressivement là-dedans. Puis là, tu sais, tu me disais, moi, je veux dire, je peux plus... Le Parti démocrate aux États-Unis, c'est juste rendu n'importe quoi. Là. Puis, tu sais, j'ai l'impression que c'est vraiment le cheminement de beaucoup de gens, y compris dans le milieu artistique aux États-Unis. On a parlé de plein de podcasters au fil des semaines, puis de gens comme Matt Orfella, comme d'autres, qui, à la base, étaient des démocrates convaincus qui maintenant se font dire hey, vous êtes des MAGA, vous êtes des Trumpistes parce que en réalité, ils ont progressivement glissé de l'autre côté parce que c'est déception après déception du côté du Parti démocrate. Puis, ce que tu me disais un peu, c'était moi, mes valeurs, ils n'ont pas tant changé que ça. Je suis resté contre la guerre, je suis resté contre. Puis finalement, tu dis, ben, aujourd'hui, il me semble c'est plus les républicains qui incarnent ces trucs-là, aussi paradoxal ça peut peut-être paraître pour certaines personnes. Là. Ben, moi, je me souviens d'une époque où George Bush puis Dick Cheney, c'était les pires espèces de pro-guerre, le diable. On a tout fait la démonisation, la diabolisation de ces gens-là avec des cover de magazines encore fascistes. Tout ça, c'était vraiment les pires espèces. Si on se souvient, on détestait Cheney, c'était le pire. Ils ont fait un film là-dessus. Je veux dire, c'était juste... Ça allait de soi de faire « OK, ce gars-là, c'est le diable incarné. » Puis soudainement, de me virer de bord, puis sentir que Taylor Swift est du même bord que Dick Cheney. C'est sûr qu'il y a comme une dissonance cognitive. Puis tu parles de Bernie Sanders. Moi, l'affaire, c'est que ma plus grande passion depuis que je suis jeune, c'est la musique. Mais tout de suite après, c'est le stand-up, l'humour. Pour moi, c'est les philosophes. J'ai adoré George Carlin. Oui. J'ai découvert tout Chris Rock, Dave Chappelle, Whitney Cummings, comme tout le monde du stand-up. Moi puis ma femme, on triple, on en écoute à tous les soirs, on découvre. Un de mes meilleurs amis, c'est Adib Al-Khalidi. Je veux dire, je crois que Carlin, c'est magique. Sérieusement, Carlin, là, c'est incroyable ce qui sort. Carlin, aujourd'hui, je serais curieux de voir ce qu'il dirait. Puis après ça, j'ai grandi sur David Letterman, pas pour l'humour, mais parce qu'il y avait des performances musicales à la fin, fait que je restais debout jusqu'à minuit 25 avec mon VHS, enregistré Radiohead qui passait à Letterman. Puis dans ce temps-là, les late night, ben, on se moquait de tout. On riait de tout le monde, égal, pas mal. Puis après ça, ben, j'étais content quand j'ai vu Colbert arriver puis prendre la place au late night de Letterman. C'était comme un honneur. Puis je le suivais un petit peu au Daily Show, ce qu'il faisait son personnage. Puis je trouvais qu'il était vraiment très talentueux, très cultivé. Puis il y avait comme... Je suis embarqué, j'ai bu le Kool-Aid. Je suis rentré avec Colbert. On est allé le voir même à New York, au Ed Sullivan Theater. Puis là, c'était juste
t'embarquais avec on blast Trump, on blast Trump. Puis moi, je ne connaissais pas Donald Trump. Tu sais, j'écoutais pas The Apprentice. J'ai pas suivi que Oprah l'adorait. Puis, tu sais, toute la période où il était adoré. Fait que j'ai embarqué Bernie Sanders dans ce temps-là. Je me disais, wow, OK. Puis pour moi, Trump, c'était le diable, un peu comme Bush, parce qu'on se faisait dire ça. Puis c'est sûr qu'il n'est pas tout à fait, il n'est pas élégant comme candidat, puis il est très grossier. Puis c'est sûr, quand tout le monde a entendu Grab him by the pussy, mais c'était choquant. On n'a jamais entendu quelqu'un dire ça, un candidat présidentiel. Fait que moi, j'étais Bernie all the way. Je trouvais que c'était quelqu'un qui martelait un message. Qui était inspirant, que tu voyais remplissait des stades. C'était comme un grassroots movement qui a pris, puis qui était très, très, très beau, inspirant. Puis tout le monde, dans les artistes, était pas mal d'accord avec ça, puis était profondément déçu quand il a été tassé, comme par magie, tu sais, pour la machine Clinton. Puis ensuite, c'est arrivé en 2020 aussi. Puis tu vois, moi, j'ai perdu mes 2 élections. 2016, j'ai perdu parce que je me disais, j'aurais aimé ça que ce soit Bernie. Puis après ça, Trump est rentré, puis j'étais complètement décimé parce que je croyais Colbert, je croyais Seth Meyers. Moi, j'étais un gars de stand-up, tu sais. Fait que je réalisais pas que c'était un peu... Tout le monde embarqué dans le même narratif. Tu sais, c'était pas X comme on avait aujourd'hui, c'était Twitter. Tous les médias étaient en lockstep avec le message. Fait que c'était facile d'être brainwashed, tu sais. Puis moi aussi, j'ai été brainwashé pendant la pandémie. Tu sais, au début, j'étais peut-être le genre de gars qui aurait appelé parce que le voisin faisait un party. Tu sais, je sais qu'on a tout ça en nous, le genre de power trip, puis que ça fait du bien des fois, tu sais, l'utiliser quand tu n'as pas de pouvoir. Fait que je comprends la psychologie derrière ça. Mais après ça, c'est de le reconnaître. Puis de dire, il n'y a pas gros de gens qui avouent ce que tu viens de dire là. C'est comme un peu pas un secret, mais tu sais, les gens ils essayent comme d'effacer cette partie-là. Qui ont pu avoir ces temps. Puis on l'avait dit, nous autres, en fait, c'était la vieille phrase, je pense, de Foglia qui disait au fond de chacun de nous, il y a un curé puis une police. Là. Exact. Absolument, 100%. Fait que, tu sais, j'ai vu après ça, la deuxième, en 2020, secrètement, je me disais, attends une minute, il y a quelque chose. Encore Bernie s'est fait tasser une deuxième fois. Il y avait le vent dans les voiles, les 3 premières, je pense, primaires. Il passait, là, c'était comme historique. Puis là, soudainement, Joe Biden, qui est probablement la personne la moins inspirante. Puis, tu sais, je donne la chance au coureur, a dit qu'il voulait unir le pays, être un peu plus centre, puis pas embarquer, tu sais, vraiment unir le pays, pas être dans la divise, puis tout ça. Fait que go, donne la chance au coureur, mais secrètement, je me disais, c'est weird, tu sais. Puis Kamala Harris, moi, j'écoute tout, tu sais. J'écoute le New York Times, puis j'écoute Ben Shapiro, puis j'écoute Megyn Kelly, puis j'écoute NPR. J'aime ça, tout écouter, tout lire. Je suis abonné au Free Press. Je mange de ça, je capote. Autant le stand-up que la musique, la politique, c'est devenu... J'étais Occupy Wall Street dans le temps, j'étais anti-establishment. J'ai toujours été un peu anti-establishment. J'étais contre les grosses pharma. Je me disais, mon Dieu, qu'il y a de la corruption là-dedans. Puis c'est apparent, puis c'était très facile de dire ça en tant que gauchiste, tu sais. Puis là, soudainement, on en parle au podcast, j'en ai parlé avec Stéphane Bureau, j'en ai parlé avec Muriel Châtelier, j'en ai parlé avec tout le monde que j'ai reçu. C'est tout le temps la même affaire. C'est le système de valeurs, en fait, comme un jonglage est passé de l'autre bord. Soudainement, c'était les républicains qui étaient pro-censure, puis qui étaient anti-fun, puis qui étaient... qui essaient de contrôler, puis qui étaient pro-guerre. Fait que là, t'as comme ça. Puis là, on parle de Bernie, mais la même chose est arrivée à RFK Jr., très rapidement. C'était pas la même affaire. Il n'y a pas eu le temps d'avoir le vent dans les voiles. Ouais. Puis ça, les démocrates l'ont vu tout de suite. Mais là, il est rendu pas bon 70 ans plus tard. C'est ça qui est fou, pareil. Le gars, ça fait 40 ans qu'il a une vie publique. Puis ça prend 40 ans pour qu'on s'aperçoive que finalement, ce sera une espèce de sauter sur le crinque bizarre, avec des drôles d'idées, alors que ces idées-là, il les a depuis toujours. Mais c'est pas la première fois que les tendances ou les idées générales des partis se renversent. On a fait des podcasts récemment avec Vincent Gelozo dans le trio économique, puis quand tu vois les vieilles cartes politiques des États-Unis, c'est fascinant. Là. Tu vois le Texas qui est démocrate, tu vois la Floride qui est démocrate, la Californie qui est républicaine, tu vois que les États pro-esclavage sont presque tous démocrates, les endroits anti-esclavage, c'est presque tous républicains. Tu te dis, il y a eu une switch à un moment donné sur certains enjeux qui ont fait que les milieux urbains étaient d'un côté, les milieux un peu plus dans le sud étaient de l'autre côté. À un moment donné, ça a switché carrément.
Ouais. Puis là, on dirait qu'en 2024, on s'apprête à revivre ce switch-là. Le parti de la classe ouvrière semble de plus en plus être celui de Donald Trump. Puis tout ce que tu entends dire dans la défaite des démocrates, c'est que, dans le fond, le peuple est sexiste, le peuple est raciste, puis ceux-là qui ont voté pour Donald Trump ne sont pas éduqués. Et c'est la femme blanche non éduquée qui a élu Donald Trump. Là, un moment donné, t'es là, tu te dis, oh, les shit, ça s'en vient lunaire, cette affaire-là. Je veux dire, historiquement, la gauche, c'est un parti travailliste. C'est un parti plus pour le petit peuple. Là, t'es là, tu dis, OK, là, maintenant, la gauche, c'est plus ça. C'est rendu autre chose. C'est ça. Juste la dénonciation, par exemple, quand les gens de gauche disent hey, c'est pas drôle, c'est un populiste. Là, tu te dis, mais vous n'êtes pas supposé d'être populiste. C'est l'inverse du populisme, c'est l'élitisme. Si tu es un parti d'élitistes, de petites élites urbaines, tu n'es pas un parti de gauche en réalité. Tu es un parti élitiste. Je ne sais pas si vous connaissez Jimmy Dore, mais Jimmy Dore a fait une sortie incroyable. Quand Robert Kennedy Jr. a décidé de drop out puis appuyer Donald Trump, il a fait une sortie. Il a regardé l'ovation que cet homme-là reçoit. On vit dans un monde parallèle. Les républicains en arrière, là, les gens, tous ces gens-là dans les estrades sont en train d'ovationner un pro-environnement. Je veux dire, un gars qui s'est battu, qui a nettoyé la rivière du Hudson, qui s'est attaqué aux grosses pétrolières pendant des années. Puis là, eux autres, c'est vraiment weird. C'est ça, c'est comme le parti, comme tu dis, démocratique est devenu plus à droite. Trump est le candidat républicain. Je ne parle pas de lui en 2016, 2020, mais en 2024. Et le Parti républicain le plus modéré de l'histoire du Parti républicain, toute la coalition qu'il a formée avec Tulsi Gabbard, avec Robert Kennedy Jr., Elon Musk, les gens... Au Québec, c'est weird. J'ai un ami à moi que je nommerai pas, qui est très célèbre au Québec, puis qui va, tout le monde en parle une fois par année quasiment, mais qu'on se parle, puis il m'a dit, tu sais, au Québec, en ce moment, ce qui se passe avec le journalisme, là, c'est la table des enfants au party de Noël. Il n'y a rien d'intéressant qui se dit là. T'sais. C'est tellement vrai, là. Tu sais, quand tu vas écouter... Non, mais du vrai journaliste, les Michael Shellenberger, les Matt Taibbi, tu sais, je veux dire, il y a tellement de... Quand t'embarques, puis c'est comme suivre le Canadien de Montréal au mois de février quand ils perdent 5-2 contre le New Jersey, puis t'es là, puis tu l'écoutes jusqu'à la fin pareil parce que tu t'intéresses aux histoires, aux narratifs. Le méchant, il se fait échanger, l'autre, il y a une blessure, bon, on va le venger, le coach se fait mettre à la porte. Tu sais, il y a vraiment comme une histoire qu'il faut suivre pour comprendre pourquoi on est ici. Pourquoi Donald Trump, avec sa coalition, Elon Musk, je veux dire, c'est un ancien démocrate, là, il a voté Obama. Je dis ça aux gens, puis ils ne me croient pas. Les gens ne suivent pas le POC. Tu sais. Ouais, là, on a la gang qui vient d'arriver en demi-finale avant la Coupe Stanley. Et là, ils ont un chandail de Cole Caulfield sur le dos, mais 3 jours avant, ils ne savaient pas c'était qui Cole Caulfield. Exactement. C'est avec ces gens-là qu'il faut composer en ce moment. Là. Ils ne savaient pas c'était qui. Je ne sais pas si tu as vu ce que tu dis, c'est vraiment bon, mais il y avait une photo qui circulait sur Internet où tu vois Robert Kennedy Jr., Donald Trump, Tulsi Gabbard et Elon Musk. Puis, je ne sais plus qui l'a retweeté, mais le commentaire, c'était « Did you realize the 4 of them were Democrats not so long ago? » Puis on parle de quoi, début des années 2000, qui étaient tous démocrates, ces quatre-là? Ben, Elon Musk était démocrate jusqu'il y a 2 ans. 2020, je veux dire, il a voté pour Biden dans la dernière élection. Puis ça, je l'ai dit à quelqu'un, puis il ne me croyait pas. Je dis, mais le problème en ce moment, que tu ne me crois pas, c'est pas moi là, qui dis ça, là. C'est un fait. Le problème en ce moment, c'est qu'on a une plateforme. Quand Elon Musk, je veux dire, moi j'ai une Tesla donc on vient d'acheter il y a 2 mois. Quand tu embarques dans cette machine-là, oublie Elon Musk, oublie quoi que ce soit. Quand tu conduis ce bolide-là, tu comprends des choses. Tu sais, tu te dis, ah mon Dieu, pourquoi ça n'a pas toujours été comme ça? C'est comme je conduis un nuage en ce moment, un vaisseau spatial, puis j'ai fait des test drive avec des amis, ils sont comme, mon Dieu Seigneur, ça n'a pas de sens, à quel point que c'est évolué, puis c'est sophistiqué, puis c'est magnifique, puis c'est épuré, puis tout est parfait. Tu regardes ce qu'il accomplit avec SpaceX. Je veux dire, ce gars-là débarque dans ton party de Noël ou ton party de fête, puis il est à l'îlot de cuisine, puis tout le monde est là. Tu le connais pas, puis tout le monde est en train de l'écouter, puis faire « Hey, Neuralink, man, tu vas guérir la non-voyance. » Je veux dire, c'est le plus grand entrepreneur de l'histoire des États-Unis. Tu sais, peut-être que quand il a acheté Twitter, ben, il fallait peut-être donner la chance au coureur de dire « Maybe he's on to something. »
peut-être qu'il y a vraiment quelque chose, parce que c'était pas pour l'argent. Là, je veux dire, au final, c'est pas rentable d'avoir acheté Twitter, puis c'est pas une affaire. Tu sais, il a envoyé chier les voyons, les advertisers. Ouais. Il a envoyé chier Disney. Ils sont en train de revenir. Un move Ben, de c'est ça, j'allais dire. C'est ça, j'allais dire. Ça, c'est très, très drôle, pareil, parce qu'au moment où les gens qui sont en mental breakdown quittent pour Blue Sky, on apprenait que les commanditaires sont en train de revenir sur Twitter. Je cherche la puis juste une parenthèse là-dessus. Moi, ce qui me fascine avec X, c'est la chose suivante. Jusqu'à 2022, il était totalement inconcevable de penser qu'un réseau social pouvait charger les membres avec un abonnement. Pensez-y, là, si tu voulais faire peur aux matantes du Québec, là, tout ce que tu avais à faire, c'était de dire à partir de minuit ce soir, Facebook devient payant. Et là, tout le monde partageait ça. Non, pas Facebook payant, je veux pas ça. Le modèle d'affaires avait été construit sur la gratuité. Puis lui, il arrive en 2022 puis il dit, you know what? Il dit, on va charger un prix de 8$ par mois, puis éventuellement, les gens vont être prêts à le payer. Et tout ce que tu vois depuis quelques semaines, quelques mois, c'est la quantité de crochets bleus se multiplier sur la plateforme. Mais à toutes les fois que vous voyez un crochet bleu, c'est quelqu'un qui volontairement paye au moins 8$ par mois. Moi, personnellement, je paye 20$ par mois parce que le feature sans publicité m'intéressait. Je voulais pas avoir de pub sur Twitter, ça m'énerve les pubs. Mais j'ai payé 20$ par mois pour pas avoir de pub. C'était impensable il y a à peine 3 ans ou 2 ans, cette affaire-là. Fait que là, les gens sont là, ils disent « Ah, il a perdu des advertisers, la compagnie vaut 80% de moins. » Ah ouais, êtes-vous vraiment sûr? Êtes-vous vraiment sûr que la compagnie vaut moins cher? Parce que peut-être qu'il y a moins de revenus publicitaires, mais il y a certainement un nouveau revenu qui est très gros dans le budget. C'est les abonnements que les gens sont prêts à payer. Je voulais juste dire, pour finir mon truc de tantôt, là, c'est on parle de X, puis on parle d'Elon Musk, puis donner la chance au coureur, puis de voir ce qu'il a accompli. Le problème au Québec, puis aussi un peu partout aussi, là, c'est que les gens ne sont pas sur X, de un. Même Twitter, il y a 3 ans, moi, je m'en servais, je tripais. Je veux dire, mon autre passion, c'est le Bitcoin, puis tout le monde de la finance. Ça m'intéresse, je trouve ça fascinant. Puis ça se passait pas sur Facebook, là, ça se passait pas sur Instagram, ça se passait sur Twitter. Puis j'en parlais aux gens, les gens me demandaient comment si je veux m'éduquer à propos de la finance, sont où les voix qui parlent de ça intelligemment, mais sont toutes les Chamath Palihapitiya, Jason Calacanis, David Sachs, c'est tous ces gens-là, Benjamin Cowen, je peux en nommer 20, sont tous sur Twitter, ils sont pas sur Facebook. T'sais. Puis là, les gens, il faut que je download ça. Les gens ne sont pas, à part les journalistes sportifs, ne sont pas sur Twitter. Vrai. Il y a 3 ans, il y a 4 ans. C'était fini. J'en ai parlé avec une de mes amies qui travaille à Radio-Canada. Puis là, je disais, hey, moi, je passe la journée sur Twitter parce que j'apprends tellement, c'est enrichissant. Puis elle dit, ben, c'est pas mort en 2012, cette affaire-là? Je dis, ben non. C'est exceptionnel. Comme je disais, tous les humoristes sont là-dessus, tous les philosophes, tous les auteurs, tous les journalistes. Tu peux voir une discussion qui a lieu entre Tulsi Gabbard et Jordan Peterson et je sais pas moi, Alexandria Ocasio-Cortez. Il y a du troll, il y a du meme. Même les médias maintenant, si tu regardes le contenu qui est produit, souvent, c'est du contenu en réaction à ce qui s'est passé sur Twitter. Là, tu as un article de journal. Hey, Haroun Boisy a écrit ça sur son Twitter. C'est encore ça un matin. L'article du journal, c'est pour commenter un tweet d'un député de QS. Jean-François Lisée lui a répondu. Vous comprenez que c'est là que la game est là. La game est là. C'est un outil incontournable pour le journaliste puis pour l'information. Là. Elon, il a dit il y a quelques semaines, je pense tout de suite après l'élection, il a dit « X is the signal now ». Le signal, il est là. Moi, quand quelqu'un me dit « Hey, j'ai lu que Yves Boisvert, il a dit dans la presse telle affaire », je me dis « Pourquoi tu ne vas pas juste directement à la source? » Puis tu peux voir RFK ou Tulsi ou Vivek Ramaswamy, ce qu'ils disent. Je veux dire, ils font 11 posts par jour. Quand ton article est écrit le lendemain dans la presse, ben, c'est trop tard. Là. Je dis, il y a tellement eu de réactions, peut-être une correction. Les community notes, personne ne connaît ça, mais c'est le fact-checking par excellence. Moi, je me fais envoyer une notification 2 semaines après avoir liké quelque chose. Finalement, il y avait une fausseté, c'est pas vrai, tu as une nouvelle information, tu es plus près de la vérité. Ouais. Je vais vous donner l'exemple vraiment parfait de, si je peux expliquer à n'importe qui n'est pas sur X en ce moment. L'année passée, il y a eu Elon Musk et SpaceX ont fait un laboratoire où ils ont lancé une fusée dans les airs. Ils ont fait un launch. C'est un laboratoire.
tous les ingénieurs qui ont travaillé pendant 5 ans. Je pense qu'ils ont fait ça même le 420, là, au mois d'avril 2023. Puis là, tout le monde écoutait ça en live sur X ou sur YouTube. Puis là, ça jubilait parce que c'est allé plus loin qu'on pensait. C'était une réussite totale, un miracle de travail de tous ces gens-là pendant 5 ans qui étaient loin de leur famille. Tu sais, des humains, là. Pas juste Elon Musk. Il y a une équipe des centaines et des centaines de personnes qui étaient leur famille. Ça pleurait. Puis là, à la fin, ben, la fusée explose dans le ciel. Il est allé plus loin que prévu, il y a une explosion, puis tout le monde est en train de jubiler, puis applaudir, puis faire « wow ». On est plus près de l'exploration spatiale qu'on l'a jamais été. Marquez ça dans vos livres d'histoire. En parallèle, moi, je suis en train d'écouter ça, j'ai frisson, je me dis « wow ». J'ai mes chums de gauche qui partageaient ça il y a 5 ans, il y a 10 ans, Elon Musk, là, il ne le partage plus. Je ne le connaissais même pas dans le temps. Puis en parallèle, ma blonde, qui a les notifications de la presse, on va la pardonner, c'est écrit « Catastrophe chez SpaceX, explosion dans le ciel ». Puis moi, je vois, c'était les deux en même temps. Là. Alors que c'était prévu que ça explose. Là. Ben oui, là, il y a une dichotomie. Là il y a un mensonge, c'est malhonnête et sournois d'un journaliste qui attendait juste trouver quelque chose pour qu'on blaste Elon. Parce que c'est la compétition des médias. X est rendu numéro 1 application dans le App Store côté nouvelles. Puis 97% du Québec n'est pas sur X. J'ai des chums qui viennent à la maison, ils sont comme « ben non, j'embarque pas là-dessus. Ouais, » C'est un microcosme. C'est quoi le pire? Tu sais? C'est ça. Au Québec, ceux qui sont actifs sur cette plateforme-là, on est les weirdos de la gang d'une certaine façon. Alors que dans les autres juridictions, c'est pas le cas. Je veux dire, dans le Canada anglais, ils sont beaucoup plus sur X que nous autres. Oui, évidemment, aux États-Unis aussi. Et la game se passe là. Puis, tu sais, je veux dire, à un moment donné, moi, le réflexe est rendu imbriqué. À toutes les fois qu'il y a quelque chose en temps réel qui arrive, exemple, la frappe de l'Iran sur Israël. Quand on a eu vent que c'est en train de se passer, il y a 200 missiles balistiques qui se dirigent vers Israël. Les missiles étaient dans les airs quand j'ai vu une notification sur X. Après ça, tu cliques sur les hashtags, tu commences à suivre ça, puis tu vois ça en temps réel. Ils étaient dans les airs quand on a été informé de ça. Puis quand ils ont atterri, on voyait les vidéos live. L'assassinat la tentative d'assassinat de Donald Trump. Ben oui. Je suis allé aux toilettes, j'ouvre X en sortant, je fais juste checker vite. Puis ça venait d'arriver il y a, je pense, 1 minute 13. Là. C'était fresh. Les gens, là, c'était le fil d'actualité. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Tout le kit. T'arrives sur Facebook ou Instagram, c'est des criquets. Là, il n'y avait absolument rien. Puis, au pire, quelques heures plus tard, je voyais des gens dire « ah, ils l'ont manqué ». Ouais. Puis ça, pour moi, j'ai quasi versé une larme de dire « oh, on est rendu où? Là, ça va pas bien du tout. » Il n'y a personne qui souhaite que Biden soit assassiné. Il n'y a personne qui souhaite que Kamala Harris soit assassinée. Il n'y a personne qui souhaite que Donald Trump soit assassiné. S'il vous plaît, c'est un grand-parent, c'est un parent. Je veux dire, que vous l'aimez ou l'aimez pas, je comprends qu'il est polarisant, ce monsieur-là. Mais on nous montre pas non plus. Il y a un documentaire aussi que j'encourage les gens à écouter, The Art of the Surge, que tu vois derrière la campagne, tu vois l'humain, tu vois, j'ai écouté ça 2 fois, je l'ai écouté une fois, j'ai fait « wow, j'avais une pneumonie la semaine passée, je l'ai écouté au complet, c'est des choses que j'ai jamais vues en tant que fan politique. » Je l'ai réécouté avec ma blonde, on a ri, on a pleuré, c'était vraiment un beau... J'en parlais avec mon chum hier, un de mes amis qui est venu souper à la maison, puis je disais « écoute ça, tu sais, Ozark, c'est bon, The Bear, c'est bon, Succession, il me demandait des séries que j'ai aimées. Art of the Surge, c'est du bonbon. C'est des épisodes de 28 minutes. Puis comme, ouais, mais attends une minute, là, c'est un documentaire. Puis tout de suite, sur les gardes, c'est monté, on veut le montrer de la bonne façon. Si je voyais la même chose de la campagne Harris-Walz, peut-être que je me sentirais de la même façon. J'ai dit non, parce qu'elle est incapable d'authenticité. Et cette dame-là, c'est reconnu. Je veux dire, ils l'ont caché longtemps. J'ai tout écouté d'elle aussi. Là, j'écoute autant J.D. Vance que les entrevues avec Tim Walz. Mais on n'a pas vu la vraie encore. Écoute Vivek Ramaswamy pendant 30 minutes. Puis que tu sois d'accord avec ses politiques ou non, tu fais ce gars-là, je veux dire, c'est le Obama des républicains. Là, son éloquence puis sa justesse, c'est exceptionnel. Je te poserai peut-être une dernière question parce que je ne veux pas ambitionner trop sur ton temps non plus. Là. Mais, tu sais, Frank, nous, on peut en parler pendant 4 heures. Oui, je sais, c'est ça l'affaire. Mais tu parlais d'Elon Musk tantôt. Quand Elon Musk est passé à Joe Rogan, à un moment donné, il a dit quelque chose d'assez intéressant. Il disait... Parce que Rogan, il disait, comment ça que c'est autant homogène dans le milieu...
artistique. Comment ça que tu vois tous ces artistes-là sortir un après l'autre, J-Lo, Eminem, Eminem qui est d'un milieu quand même très rough où il était une minorité en tant que blanc dans un quartier de noirs. Est-ce qu'il est vraiment... En tout cas, si on pouvait, tu regardes les paroles de son dernier album, je suis pas sûr que le gars est dans le wokisme là. En fait, il a plutôt été éclaboussé pour ses déclarations supposément misogynes, puis anti-trans, puis tout ça. Fait que, c'est un peu étrange. Puis Moss qui disait, il dit, vous savez, il dit, quand vous êtes dans ce milieu-là, à un moment donné, le téléphone sonne, puis il y a quelqu'un qui vous dit, ça serait le fun que tu supportes Kamala Harris. Et c'est tout. Il dit, ils n'ont pas besoin de vous dire que si vous ne le faites pas, vous n'aurez plus de film, vous n'aurez plus de contrat avec votre maison de disques, vous n'aurez plus ci, vous n'aurez plus ça. Puis après, ça m'a fait penser à, au Québec, c'est un peu ça qu'on voit aussi. Il n'y a aucun problème pour un artiste, puis j'en nommerai pas nécessairement, là, mais pour à dire qu'ils vont jouer au spectacle avant la déclaration de PSPP, ou ils vont supporter QS, tout ça. Mais tu regardes les rares artistes qui ont fait des commitments plus à droite. Je pense, entre autres, à, mettons, Anne Casabonne, qui avait rejoint le Parti conservateur du Québec. Puis de ce que je comprends, c'est très difficile pour elle, maintenant. Puis les gens du milieu, ils le regardent un peu comme un extraterrestre, tout ça. Toi, c'est-tu quelque chose que tu sens dans ton entourage? Oui, je le sens par la bande. Moi, j'habite dans le bois, fait que je suis assez loin de tout ça. Je ne suis pas en ville. Là. Je me suis éclipsé Isolé. dans les Laurentides avec ma famille. Je veux dire, j'ai 2 jeunes enfants, là, un de 2 ans et demi, l'autre de 7 mois. Fait que, tu sais, je suis je suis plus groundé que jamais. Tu sais, je regarde ce qui est autour de moi. J'ai ma gang. C'est les plus beaux humains que je connais. Ma femme, c'est la personne la plus nuancée. Tu sais, même elle me challenge des fois, puis je fais « Oh, OK, attends, mes arguments sont pas tout à fait là. » Elle écoute tous les épisodes, tu sais, elle me dit « Ça, c'était fort, ça, c'était moins bon. » C'est vraiment, on est une équipe, puis on a une pensée critique, tu sais. Puis c'est jamais facile de se faire challenger, on va se le dire. Ceci étant dit, je pense que j'étais plus fragile il y a 10 ans par rapport à... Tu sais, je suis un enfant unique, je suis dans le milieu artistique, veux pas, tu veux plaire à tout le monde quand tu commences. Fait que là, ben, c'est sûr que quand tu dis quelque chose, tu développes un peu une pensée critique, puis tu vas contre le courant, ben, il y en a qui t'en parlent. Moi, j'ai eu des échos. J'ai un de mes chums qui est soundman, qui était au Festival d'été de Québec. Puis il y a des gens qui parlaient de ton podcast backstage à 4 h du matin. Ils disaient « Hey, Jason, il est débarqué de la chaîne. Il a reçu Mathieu Bock-Côté à son podcast. » Puis mon chum, il dit « C'était très facile de te défendre. » Je dis « Écoute, il a reçu Ruba Gazal le lendemain. » Jason, il est curieux, il parle à tout le monde. T'sais, moi, j'ai voté pour tous les partis. J'ai tellement changé d'idée souvent avec des nouvelles informations. J'ai pas peur de le dire. J'aime dire que je me suis trompé. Ça fait du bien, là, c'est libérateur. Fait qu'au final, les gens qui me connaissent ou qui prennent le temps d'écouter l'émission, qui ont entendu mes conversations, puis c'est un peu, tu sais, Bock-Côté m'en avait parlé, il dit, il y a tellement d'artistes puis de gens qui m'écrivent en privé, ils disent merci pour ce que tu fais. Tu sais, c'est la même chose avec Rogan, c'est la même chose avec bien des gens qui ont le culot d'aller parler. Il y a beaucoup d'artistes, moi j'en ai une dizaine, douzaine, là, puis des gens très populaires que tout le monde penserait sont QS, tu sais. Puis qu'on a des group chats, puis c'est comme, pouf! Puis tous ces gens-là, ça donne qu'ils sont sur X, tu sais, je veux dire, ils sont très nuancés, c'est des gens qui sont plus modérés, je dirais même. Moi, la droite puis la gauche, là, pour vrai, on jette ça aux poubelles, là, tu sais, je pense que c'est plus l'autoritarisme contre le libertarisme, excuse-moi les termes, libertarian versus libertarian. Mais c'est fou ce que tu dis, parce que tu t'imagines une société prospère. Tu sais, premièrement, un artiste ne peut qu'exister que dans une société prospère, dans le sens que quand ça va mal, quand on crève de faim, il n'y a pas d'artiste. Fait qu'il faut être prospère pour avoir des artistes. Puis à la base de tout ça, tu t'imagines le meilleur artiste créatif, tu dois lui donner un champ de liberté incroyable pour aller chercher le maximum de potentiel de toute sa créativité. Si on veut avoir du bon divertissement créé par nos artistes, ils doivent être extrêmement libres. Il y a juste la liberté qui peut produire un contenu artistique fascinant et intéressant. Puis quand je t'entends dire des choses comme ça, j'entends pas la liberté
dans ce discours-là, de dire que je pense ça, mais tu sais, je me retiens, je veux pas perdre des contrats, j'hésite. Ça tue la créativité. Ce manque de liberté-là, ce manque de liberté d'expression-là, en fait, ça tue énormément la créativité des gens. Puis comme société riche, c'est pas quelque chose qu'on veut. Il me semble, moi, je veux que mes artistes soient libres. Je m'en sers qu'il y en ait de gauche puis à droite, puis aux femmes, aux hommes, gays, transgenres. Ça me passe tellement du pied par-dessus la tête tant que ces gens-là sont libres. Ils ne peuvent qu'être bons qu'avec la liberté. Là. Mais là, il y a un culture shift en ce moment. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Moi, ça fait 3 ans, je pose la question à tous mes invités au podcast. Sont où les punks? Sont où ceux qui font... C'est pas normal que 99% de la communauté artistique sont pro-Big Pharma, démocrates, QS. C'est juste pas normal. Je veux qu'il y en ait, oui, mais je veux qu'il y en ait qui peuvent sortir des sentiers battus puis faire « Ah, ça, c'est intéressant, on l'écoute, on a une discussion, c'est nuancé. » C'est pas « Ah, mon Dieu, on plateforme cette personne-là. » C'est complètement orwellien, cette affaire-là. Là. C'est débile à quel point. Puis moi, j'ai un de mes chums qui travaille, il va à LA, à Nashville, tous les mois. Il s'en va là-bas, il travaille des grosses réalisations là, d'artistes là, comme calibre Beyoncé. Là, je niaise même pas. Je nommerai pas le nom encore une fois parce que il essaie de faire son chemin à travers ça puis pas trop froisser les gens, disons, l'industrie. Mais il me disait qu'il est débarqué à LAX, l'aéroport à Los Angeles, 2 jours après l'élection ou le lendemain. Puis il dit, man, il y a des MAGA hats partout. C'est rendu que les gens... Il a gagné le vote populaire. T'sais. Ça, c'était l'excuse en 2016. Hillary, on a eu 3 millions de votes de plus. Fait qu'on a, dans le fond, on a gagné. Fait que les gens c'est le système qui est pas bon, c'est ça. C'est ça. Fait qu'on avait genre une supériorité morale par rapport à tout ça. Mais là, c'est comme non négociable. Tu as gagné le collège, le Electoral College, il a gagné le vote populaire, il a gagné le Sénat. Les gens ont parlé, puis il a gagné du terrain avec toutes les minorités. Je veux dire, les gens, il a gagné à travers tout le board. Fait que là, ça tient plus le narratif là, de dire les gens sont misogynes, sont racistes. Ils s'entourent de femmes faibles. Mark Cuban qui a fait une sortie. Puis là, tu avais plein de femmes très brillantes qui sont autour de Trump et qui ont voté pour lui pour des raisons anti-establishment, anti-censure, anti-guerre, qui sont toutes légitimes, qui ont fait « Attends une minute, moi, je suis une femme brillante, je suis une avocate, je suis une médecin, je suis ci puis ça. » Mais là, il y a un culture shift que les gens, je pense aussi beaucoup au Québec, à cause, un peu comme Stéphane Bureau a dit, à cause de la langue, on se fie sur nos médias pour mieux comprendre ce qui s'est dit sur X. Fait que là, c'est comme on nous dit, j'ai vu un extrait de Tout le monde en parle hier, on part avec Robert Kennedy Jr., l'anti-vax. On utilise encore les termes d'il y a 4 ans, alors qu'il n'est pas anti-vax. Il a dit, moi, quand j'enlevais le mercure des poissons pour l'environnement dans le temps, on ne me traitait pas d'anti-poisson. Là, en partant ta prémisse, tu mens. You are lying to the people. Au lieu de dire, hey, on est passé de 6 vaccins à 72. On parle de santé. L'obésité aux États-Unis, c'est rendu 70% des gens sont obèses. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis on a perdu quelque chose. On a perdu un petit quelque chose qui est le sarcasme, la compréhension du sarcasme. Restons sur RFK. Il y a une photo qui circule depuis 24 heures à peu près, où est-ce qu'il est dans Air Force One avec Donald Trump, Elon Musk, Trump Jr. Air Trump One. Air Trump One. C'est pas Trump Force One? Ouais, Trump Force One, je pense que c'est ça. Ils ont tous un Big Mac avec un Coke puis tout ça. Puis la photo a été partagée par Trump Jr., pas Donald le père, mais le fils. Elle est partagée par lui, puis c'est écrit « So I guess we will make America healthy again, start tomorrow. » Tu sais, on va recommencer juste demain. Puis là, tu vois, RFK avec son Big Mac, il a un peu l'air dégoûté, semi-heureux. Le gars s'est fait troller par des chums. C'est ça qui est arrivé. Oui. Ces chums de campagne, finissent une campagne, sont heureux, tout le monde est de bonne humeur. Ils l'ont trollé. Ils ont pris cette photo-là pour troller. Je disais, quand tu arrives et tu regardes ça, moi, je l'ai trouvé bonne en tabarouette. Oui, c'est une blague. Tu t'en vas sur les X québécois,
Puis là, tout ce que tu vois, c'est des Jean-Marc Léger partager ça, puis ça n'a-tu pas du bon sens, le ministre de la Santé qui partage Big Mac. Team premier degré. Là. Team premier degré. Puis t'as l'autre gang, puis c'est de même des deux bords. Puis là, t'as l'autre gang qui est anti-eux autres, qui est plus favorable à nous autres. Ils vont dire, c'est une image truquée, regardez, là, telle affaire, c'est un AI. Non, à la base, ça a été partagé par l'équipe de Trump, et c'est une joke. Les amis, c'est du sarcasme. Ça, mais à la base, que la photo soit vraie ou pas vraie, le but, c'était de faire une blague à RFK. T'sais. Carrément. Puis il n'y a personne qui interprète ça comme une blague. Ça me fascine. Non seulement ça, mais si tu avais moindrement suivi le compte d'RFK, que tu l'aimes ou pas, juste pour suivre ce qu'il dit, au lieu de te fier à ce que les gens disent qu'il a dit, il a partagé une photo de son père dans le temps qu'il mangeait du fast-food. Il était un extérieur, il était avec sa Cadillac ou je sais pas trop quoi, puis avec son fils, puis il est en train de manger un burger puis des frites, puis il dit le fast-food peut être meilleur pour la santé. En ce moment, ça n'a aucun sens comment on le fait, mais c'est correct d'avoir du fast-food. And back in the day, it was healthy. Fait que, tu sais, même lui, il a comme un plan, puis comme tu dis, c'est une blague, puis c'est pas parce que tu manges du McDo une fois par année que, je veux dire, que ça va pas bien ta santé, là. Tu sais, moi, je le fais. Je suis allé manger un McDo le jour de l'élection, tu sais, pour essayer de mettre les chances du bord de tout le monde. J'étais allé au McDo en Tesla, je veux dire, j'étais le bad guy. Mais ceci étant dit, les gens sont incapables de voir le bon. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, si tu n'es pas capable de nommer 3 politiques de Trump qui ont de l'allure, malgré que tu ne voterais pas pour lui ou tu dis que c'est pas la bonne personne pour diriger le pays, mais tu dis, ouais, j'avoue que sa proposition sur pas d'impôt sur le overtime, sur le surtemps, je sais pas, moi, sa position par rapport à No Tax on Tips, qui parlait, qui dit qu'il va créer une réserve de Bitcoin pour éliminer la dette aux États-Unis avec la sénatrice Cynthia Lummis. Tu sais, si tu ne suis pas le Canadien de Montréal en février 5-2 qui perdent contre le New Jersey, puis que tu ne connais pas tous les joueurs, puis le coach, puis après ça, ben, quand tu regardes la game, comme tu dis, en demi-finale, tu sais, tes commentaires de pourquoi il a fait ça, puis je comprends pas la ligne bleue, elle sert à quoi, mais tu peux pas... Tu n'as pas fait le 10 000 heures. Je parlais avec un de mes amis, j'ai dit c'est fou parce que, comme tu disais tantôt, c'est des anciens démocrates. Là. Il a réalisé un travail colossal d'avoir une coalition. Puis là, je dis, tu sais, Tulsi Gabbard, dans le débat de 2020 contre Kamala Harris, je veux dire, elle l'a anéanti. Là. Pour moi, quand j'ai découvert Tulsi Gabbard en 2020, puis elle voulait être présidente des États-Unis, je me dis, ça, c'est une femme que je verrais avec son calme. Et elle était dans l'armée en Afghanistan. Puis ma blonde a dit, puis ma blonde est très de gauche, là, tu sais. Puis elle a dit, moi, je ne suis pas un fan de Trump, mais je trouverais ça insultant que Kamala Harris soit la première femme présidente des États-Unis. Ça serait insultant pour la femme parce qu'elle est incompétente, elle n'est pas authentique, et puis elle n'a pas été élue. Tu sais, c'était la moins populaire en 2020. Elle s'est fait tasser en 2 secondes. Elle était moins populaire que Bloomberg, que Bernie Sanders, que Pete Buttigieg, que tous les candidats. Il y en avait une gang devant elle, là, tu sais. Fait que j'ai fait « Wow, quelle belle phrase ». Puis c'est vrai, tu sais, moi, je rêve de voir la première femme présidente. Puis les démocrates l'avaient, tu sais. Ils ont échangé Liz Cheney contre Tulsi Gabbard, le plus grand échange de l'histoire. C'est-à-dire, quand t'es gagnant là-dedans, t'as échangé Connor McDavid contre un Pee-wee, là, tu sais, c'est genre... Regarde l'équipe qui a monté autour de lui. Regarde, c'est historique de voir autant de démocrates changer de bord. Ouais. Mais les gens qui écoutent, qui regardent juste qui regardent juste les chroniques de Pierre Martin ou quoi que ce soit, eux, ce qu'ils voient, c'est non, il y a des Republicans for Harris, alors que ça, c'est un spin de com monté de A à Z basé autour de Liz Cheney, finalement. Là. Les démocrates sont devenus les néoconservateurs. Ah, c'est un peu ça. Trump est à gauche de Harris. C'est ça qui est fucked up. Je sais ce que Frank s'apprête à faire. Je sais pas si Jason, il te reste du temps, mais je suis prêt à fucker le paywall aujourd'hui parce que j'ai vraiment du fun. Mais sinon, regarde, on continue. Mais sinon, on continue un peu derrière le paywall, les gars. Mais ce que je voulais faire, c'est qu'on parle 2 minutes de ton spectacle avant de passer peut-être une petite demi-heure supplémentaire sur Patreon. Mais c'est ça, Jason, tu vas être au Grand Théâtre. C'est vendredi, si je ne me trompe pas, ton spectacle. Donc, c'est le 22.
Donc, c'est au Grand Théâtre de Québec. Si vous êtes étudiant, je pense que c'est 25 piastres. Si vous êtes pas étudiant, je pense que c'est 35. Donc, vous avez le code QR, les gens au bas de l'écran. Fait que, Comment tu décrirais ton style musical pour les gens qui voudraient aller à ton spectacle? Ben, en fait, moi, j'ai fait toute ma musique depuis 15-20 ans. C'est très mélancolique, c'est très chanson, songwriting, plutôt anglophone. J'ai fait 2 albums en français. Là, cet album-ci qui est sorti il y a quelques semaines, en fait, il y a exactement un mois, c'est un album country. Fait que c'est un virage total. Là, ça a fait tourner des têtes au niveau des gens qui me suivent depuis longtemps. C'était une surprise. T'es quand même à bonne place présentement, on s'entend. Ouais, c'est ça. Ben, moi, j'ai toujours dit, comme dans la musique, une bonne chanson, je veux dire, tu peux la switcher de genre. Tu rajoutes un banjo, un pedal steel, ça devient country, puis après ça, tu rajoutes des drum machines, ça devient pop. Tu peux vraiment, comme c'est très malléable, une bonne chanson, un cover que tu reprends de certaines façons. Fait que j'ai toujours fait de la musique qui était très folk, très roots. À la base, c'est basé sur des accords, des chords, des mélodies. Je suis un fan fini de mélodies. Fait qu'ensuite, ben, je me suis prêté au jeu, puis j'ai eu du fun à faire un country un peu farfelu, franco. Fait que là, c'était comme je présente l'album. Il est très court, il dure 28 minutes. Fait qu'on va régler le dossier, on va jouer les tunes country. Puis après ça, je vais faire mon ancien matériel que souvent les gens vont venir, puis les demandes spéciales et tout ça là, des albums précédents. Super. Fait que Jason Bejada au Grand Théâtre de Québec vendredi. Réservez vos places. Il en reste encore de ce que je comprends. Donc, on espère que les auditeurs puissent te rencontrer cette soirée-là. Puis nous autres, on continue un peu derrière le paywall. Finalement, on a trop de fun. Fait que on continue ça, ceux qui veulent suivre le reste pour embarquer dans le quotidien de Yann et Frank, là, devenir un employé. Devenir un employé, ouais, peut-être. Écoute, tu seras le musicien officiel du podcast. C'est ça. Yes. Donc, on se retrouve sur Patreon, tout le monde.